Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Je suis très content aujourd'hui de recevoir Stéphane Toureau, vice-champion du monde d'apnée. On va vous dire pourquoi l'apnée est the next big thing en coaching. Ça commence dès maintenant en 2024. En 5 points, on va vous expliquer pourquoi ça va littéralement révolutionner votre pratique coaching. Stéphane, c'est cool de t'avoir. Moi aussi, je suis vraiment ravi d'être là avec toi. J'ai vachement de chance parce que tu es à l'autre bout du monde toute l'année en fait. Ouais, après c'est la bonne période. L'hiver, c'est le temps de manger du fromage, d'aller faire du ski, de se rafraîchir un peu, de prendre de la place dans les grandes salles. En plein hivernage, notre champion. Écoute, c'est génial de venir partager avec nous. Moi, je te suis depuis un petit moment maintenant et je suis content que tu viennes nous démontrer en 5 points pourquoi 2024, c'est un tournant et pourquoi ça va, pour moi en tout cas, c'est la grande avancée majeure des 10 prochaines années, l'apnée. Restez bien avec nous jusqu'au bout. On a quelques surprises au cours de cet épisode. Vous n'imaginez pas ce que l'apnée va apporter à vos patients, à vos clients et à vous-même. Parce que, évidemment, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Je compte sur vous tous pour vous mettre, si ce n'est pas déjà le cas, à respirer et à maîtriser les apnées. Avant de commencer, abonnez-vous, partagez au maximum, soutenez-nous. Et puis, Stéphane, il est très actif sur les réseaux aussi, donc il répondra avec plaisir sur le chat. Donc, quand c'est possible, sur YouTube, sur les différents réseaux, commentez, prenez la parole, demandez-nous plus d'informations. On sera content de creuser avec vous. Parce que, vous le savez, je pratique moi-même la respiration de manière presque quotidienne. Et au cœur de tout, il y a évidemment les apnées. On va en parler largement dans cet épisode. Mais je suis un poussin du matin comparé au champion que j'ai à côté de moi. Donc, je suis vraiment très, très content de pouvoir partager ce moment avec lui et avec vous. Alors, c'est parti, on se lance. C'est quoi le premier point qui fait que vraiment, on a un tournant. Et peut-être même avant d'aller sur ce premier point, on parlait en off avant l'épisode d'un certain nombre de signes qui montrent qu'il y a énormément de traction autour de la respiration. Ouais. On sent, moi je suis sollicité presque de manière hebdomadaire par des gens sur ce sujet-là, alors que tout le monde s'en foutait il y a encore 2 ans. Toi, ça fait un petit moment maintenant que tu es approché directement par des performeurs dans d'autres disciplines, par des différentes équipes professionnelles. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette tendance que tu perçois, toi, en tant que spécialiste ? Oui, après, moi je pense que tout a commencé avec mon préparateur mental. J'ai travaillé pendant 10 ans avec un préparateur mental, Loïc, et il m'a mis en relation avec des skieurs qui, eux, avaient besoin peut-être de travailler la respiration, parce que quand on a commencé à discuter, à échanger, tout de suite pour lui, ça a fait sens de transférer ça sur d'autres sports et d'autres activités pour développer les capacités, autant sur l'aspect cognitif, sur l'aspect performance de manière générale. Et on a commencé à l'introduire avec différents athlètes de différents niveaux, aussi olympiques. Et ça a permis au fil du temps de trouver aussi ce qui fonctionnait vraiment, ce qui avait vraiment un intérêt pour eux, et en fonction de leurs activités, parce qu'il y en a qui sont sur du format court, d'autres qui vont être sur du foncier, et donc chaque sport n'a pas les mêmes attentes. En tout cas, il y a un truc qui les réunit, et là-dessus on se réunit tous, c'est tout ce que les bienfaits psycho et mental qu'apporte l'activité apnée. Ou du moins la respiration. Parce que, évidemment, ça c'est une petite parenthèse que j'ai fait tout à l'heure, mais quand on est en apnée, on respire. Ça paraît dingue dit comme ça, mais la respiration, évidemment, ne se contente pas que de ventiler. Il faut le vivre pour s'en rendre compte, à quel point on respire quand on est en apnée, quand on est bien préparé, quand on sent... on peut observer presque notre physiologie en action, et à quel point, sans ventiler, on respire, c'est assez spectaculaire. D'ailleurs, on va peut-être commencer par casser quelques mythes avant de démarrer sur ces 4 ou 5 bénéfices clés. Un des mythes dont on parlait hors antenne, auquel je me suis confronté depuis une dizaine d'années que moi je pratique les différents types de respiration. Moi, je me suis initié tout seul, un peu en autonomie sur
auprès de références littéraires. Hein. On va évidemment parler d'Oxygen Advantage, de Bouteco, de différents points d'ancrage comme ça qui ont vulgarisé et contribué à diffuser le message. Un préparateur physique qui m'a beaucoup apporté en la matière, c'est Guillaume Chaubron, que j'ai rencontré dans le golf, tu vois, comme quoi, et qui lui vient à la base du sauvetage sportif. Donc évidemment, ils sont particulièrement sensibles là-dessus, sport très très australien, évidemment très aquatique, et donc ils sont très sensibles à ce travail d'hypercapnie, d'hypoxie, mais pas par l'altitude. Donc j'ai été éveillé à tout ça, et c'est vrai que quand j'avais des discussions sur l'intérêt de la respiration, déjà dans l'échelle des priorités de mes contemporains, c'était tout en bas, quoi. C'était encore après la nutrition, c'est pour te dire. Donc, tu vois, d'abord la force, ensuite l'endurance, parce que l'être humain est un être aérobie, mais qui court. Donc l'endurance, et puis après éventuellement la vitesse, la souplesse, la mobilité, t'en verras demain. Puis alors la respiration, c'est au bout de la liste, quoi. T'as vécu ça, toi aussi ? Ah bah complètement. Et on le voit. Moi, je croyais que les athlètes étaient vachement affûtés dans ce domaine-là parce qu'ils étaient à très haut niveau. Surtout qu'à l'époque, j'étais pas encore au niveau que je suis maintenant. Et quand j'ai vu qu'ils étaient tout bloqués, tout raides, que le diaphragme ne bougeait pas, je me suis dit waouh, ok. Donc là, il y a vraiment une belle marge de progression. Donc oui, je pense que là il y a déjà aussi des croyances qui sont dingues dans l'apnée là, comme tu disais, c'est de croire que l'apnée est réservée à une élite, que seuls certains peuvent pratiquer. Monumentale erreur, disait Jack Slater dans Last Action Hero. Ouais, et encore sur le temps d'apnée, tout le monde me dit moi je tiens pas 30 secondes, alors qu'en fait tous, même ceux qui ne sont non sportifs, sont capables de sortir 2 minutes d'apnée statique avec une préparation et un coaching. Bien sûr. Donc juste de la respiration, préparation, échauffement, et boum, en 30 minutes on arrive à sortir une super apnée. Évidemment. Tout ça est de l'ordre de la maîtrise, de l'expertise. Il faut apprendre, s'y former, connaître les techniques. Et puis très très vite, effectivement, on lève des barrières qui n'en sont pas. D'ailleurs, une autre idée reçue, c'est que l'apnée serait de la souffrance. Oui. Moi, je déteste ça. Non, moi, souffrir, là, merci, quoi. Ouais, mais parce qu'on a tous connu, comme tu le disais, l'apnée en force dans sa piscine, à essayer de battre son copain, tout contracté et tendu, en train de s'accrocher à l'échelle de la piscine. Donc évidemment que non, l'apnée n'est pas ça, n'est pas réduit à ça, et c'est surtout beaucoup de relâchement. Et c'est même tout du contraire, effectivement. C'est un tel plaisir, c'est un tel bonheur, encore une fois, que de s'observer, respirer sans ventiler, poumon plein ou même poumon vide. Les gens ne mesurent pas, c'est même très addictif, honnêtement. C'est extrêmement addictif. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'en parlait, qui disait que c'est presque dans les mêmes addictions que le surf pourrait l'être. C'est un des sports les plus addictifs, parce que justement, une fois qu'on met le doigt dedans et qu'on ressent les sensations, on va dire, euphoriques après l'apnée, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Il y a un vrai goût de reviens-y. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de surfeurs se sont emparés de l'apnée. D'ailleurs, c'est intégrant à certaines formes de pratique. Quand on commence à faire de la grosse vague, on passe un peu de temps sous l'eau. Si vous allez regarder un petit peu ce que propose Lord Hamilton, qui s'est beaucoup inspiré quand même de Wim Hof, mais il s'est quand même vraiment emparé aussi de la respiration dans ses méthodes de préparation physique et mentale, parce que évidemment là aussi... Et bien que les Français, pour avoir scindé ça en deux de manière aussi drastique, c'est absurde, puisque un des rôles, on en parlera, de la respiration, c'est évidemment le mindset. Ça me fait surfer sur le deuxième point. Parce que là, pour le coup, surfer sur le deuxième point, les surf l'utilisent directement en bénéfice, parce qu'eux en ont besoin pour retenir leur souffle sous la vague. Mais également, dans d'autres sports, on va l'utiliser à d'autres niveaux. Et je pense que ce qui ressort aussi souvent, et ce que j'ai pu voir avec les sportifs, c'est la tolérance à l'effort. Ça, c'est un point très important. Meilleure tolérance à l'effort, par exemple sur une VO2, on peut la passer tout seul, quoi, parce qu'on a une capacité à tolérer le CO2 et l'hypercapnie, donc nos capteurs sont vraiment échauffés à ça et acclimatés, et également après
tous les bénéfices physiologiques qu'il peut y avoir derrière, ou sur lesquels tu vas pouvoir rebondir, j'imagine. Ouais, non, hyper intéressant de prendre d'emblée le tournant de l'endurance parce qu'on s'imagine qu'effectivement, pour performer en endurance, il faut fatalement courir vite. Et du coup, alors qu'on dit tout le temps l'être humain est un être aérobie, hein, je le dis en introduction, finalement, quand on en vient à l'entraînement de la performance, on en revient aux performances neuromusculaires. Et on limite à ça. Alors que la physiologie de la respiration, c'est des volumes d'échange. Mhm. Si je les augmente mécaniquement, je deviens plus performant en endurance. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi des échanges locaux, hyper ciblés sur la physiologie, qui eux aussi s'entraînent en fait. Et ça s'entraîne effectivement, tu l'as dit, tu as parlé d'hypercapnie, tu vas peut-être le définir après. Vous connaissez tous l'hypoxie, l'entraînement, donc effectivement avec des pressions partielles d'oxygène différentes. Hein, c'est pas... Je fais souvent aussi un correctif, hein, parce que les nageurs utilisent le terme hypoxie, mais en fait ils ne sont pas en hypoxie, ils sont en hypercapnie. Oui, bien sûr. Ça c'est un truc qui revient très souvent, donc non, je vous rassure les nageurs, vous êtes bien en peut-être hypercapnie. tu peux définir les deux termes. Tout à fait. Donc en fait l'hypercapnie c'est l'augmentation du niveau de CO2. Donc récup courte et apnée plus longue. C'est par exemple sur de la natation ce qu'on va faire sur du 5, 7, 8, 9 temps et plus pour les machines de guerre. Et après l'hypoxie, là pour le coup on part sur une longue apnée, c'est l'endurance de l'apnée là pour le coup, et on fait une grande inspiration, on part pour une apnée au max ou proche maximale. Voilà. Donc généralement il est pratiquement impossible ou très difficile de faire de récup courte et de toucher l'hypoxie. Ça c'est des capacités qu'on va chercher nous en tant qu'athlète de haut niveau dans l'apnée, c'est d'être capable de réduire le niveau de récupération et arriver à toucher l'hypoxie. Mais c'est des entraînements qui sont assez très 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 durs. Ouais, c'est intense. Ouais. Donc important, vous voyez que souvent hypoxie égale montagne. Ouais. Souvent dans l'imaginaire collectif. Mais ça marche en négatif, hein, je te confirme. Bah oui, bien sûr. Et hypercapnie, souvent les gens connaissent purement et simplement pas. Et c'est dommage parce que du coup, on parle d'endurance là. On parle de qualité physique d'endurance. Donc dans la qualité physique d'endurance, il y a évidemment l'effort aérobie. Tu as parlé d'un effort proche de VO2. Vous comprenez très bien là, dans ce qu'on raconte à quel point un travail respiratoire idoine va évidemment porter vos performances mais tellement plus loin que ce que vous pouvez imaginer. C'est hallucinant. Mais c'est vrai aussi en anaérobie, puisque du coup, l'hypercapnie, pour le coup, tu parlais des temps tout à l'heure en natation, c'est évidemment ce qui se passe, mais on peut le faire sur un vélo à des fréquences cardiaques très faibles, avec du coup zéro impact mécanique, et d'un seul coup, on peut faire un travail qu'on appelle habituellement lactique, simplement par des apnées bien senties pendant l'effort, et encore à plus forte raison poumon vide, où là, du coup, on va créer artificiellement cette physiologie de l'effort anaérobie ultra intense, sans avoir toutes les contraintes mécaniques qui vont avec. Exactement. Et là, je reviens avec... je peux en parler, parce que Benjamin Davier en avait parlé, en biathlon paralympique. Et donc on avait pas mal expérimenté des choses, et ce qui en est ressorti, c'est de l'échauffement. L'échauffement en était ressorti de dingue, parce que normalement la plupart de ceux qui font du cardio du fond vont faire des longs échauffements de 30-40 minutes pour être à bloc. Seulement ça consomme de l'énergie, ça consomme des ressources énergétiques. Donc forcément ça vient impacter sur la course qui va avoir lieu. Ça sauve ton glycogène de respirer. C'est ça. Et donc, par cet exercice d'échauffement en apnée progressive, avec un certain nombre de temps ou de ventilation, on va augmenter le niveau de CO2. Et au final, on va donner moins d'efforts pour avoir autant de résultats en termes de chauffe corporelle. Et en quelques minutes, on est déjà chaud pour enchaîner la course. Et t'économises tes batteries avant de démarrer. Exactement. Tout va bien. Voilà. Donc effectivement, l'effet sur l'endurance, il est évident, et sur toutes les formes d'endurance. On a même des challenges qui sont réalisés récemment. Je pense à Léo Pelagotti qui a fait son marathon simplement en se préparant. Bon, il l'a fait avec le scotch pour une autre raison, une autre expérience, pour montrer qu'il pouvait le faire simplement en respirant par le nez. Très intéressant. Mais surtout, il s'est préparé à ce marathon en courant très peu. C'est-à-dire que ce n'est pas un coureur d'endurance. Il s'est préparé principalement par la respiration.
Alors là, ça me fait complètement rebondir sur une anecdote que j'ai pu vivre il y a quelque temps. Il y a c'était il y a 2 ans, j'avais fait un gros bloc au seuil. J'avais fait des exercices au seuil en apnée, donc c'est très dur hein, psychologiquement. Au bout d'un moment, j'avais peur d'aller à la piscine. Ouais, Mais j'imagine. c'était des séances de sprint en apnée. Bon, après, j'ai réussi à adapter certains exercices qui me permettaient justement de mieux les passer, comme en poumon vide. Parce qu'au final, au poumon vide, on arrive vraiment au plus rapide dans le truc, parce que poumon plein, c'est vraiment encore plus dur. Et suite à ces blocs de travail, j'avais travaillé le foncier, mais pas non plus comme une machine, quoi. J'avais pas fait beaucoup de foncier, je l'avais juste maintenu un tout petit peu. Et on va pour faire un test avec un ami préparateur pour un test de VMA. Il me dit, tiens, il faudrait qu'on fasse un test de VMA. Et là, je fais le test de VMA. Il ne s'attendait pas à ce résultat. Vraiment, je sortis un 18,5. T'as éclaté le test. J'ai éclaté le test. Et là, j'ai commencé à faire la corrélation. Ok, qu'est-ce que j'ai travaillé d'intense ces derniers temps à part être en apnée et en sprint. Donc les sprints apnée, ouais. Ils ont eu un effet extrêmement puissant en très peu de temps. Alors, entendez-nous bien et entendez bien l'expérience de mon copain Léo. Il ne s'agit pas de remplacer les kilomètres et la course à pied par de la respiration exclusive. Évidemment. Mais si on progresse juste avec l'un, juste avec l'autre, si on fait les deux en même temps, évidemment, on casse la baraque. C'est ça l'idée. Donc ça, c'était le premier point sur l'endurance. Deuxième point, tu voulais parler de l'anxiété. Oui, alors tout à fait, surtout que après la période Covid, ça a fait des sacrés dégâts, que ce soit au niveau des jeunes dans les écoles, que ce soit même au niveau de certains sportifs. Enfin, ça va bien au-delà, même tout ce qui est choc post-traumatique. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui ont été menées, d'ailleurs aux victimes du Bataclan qui ont fait de la plongée bouteille. Ils ont pu voir aussi déjà des effets avec la plongée bouteille, alors imaginons ce que ça peut donner avec de l'apnée. Il se passe un truc au niveau cérébral, au niveau nerveux, qui est magique. C'est la libération hormonale. Je ne saurais pas, toi tu sauras plus m'indiquer sur toutes les hormones qui peuvent intervenir après des rétentions d'apnée. Mais en tout cas, le phénomène est assez dingue. C'est que ça libère l'hormone du bonheur et au niveau du relâchement et du soin sur tout ce qui est troubles psycho, c'est exceptionnel. On a des résultats directs avec des gens qui souffrent d'anxiété. D'ailleurs, on peut reprendre le bouquin, là pour le coup, ça revient de la littérature sur les bouquins qui ont été faits par James Nestor. Le bouquin Respire, je ne sais pas si tu l'as lu. Donc, je ne l'ai pas lu, mais j'identifie bien ce bouquin. Ouais, donc il en parle très bien. Et sur tout ce qui est crise d'anxiété, en fait, le lien avec le CO2 est direct. Et, au niveau physiologique, c'est exceptionnel. Tous ces phénomènes-là ont une incidence et aussi sur les chocs post-traumatiques. Et là, depuis quelques semaines, j'ai plein de demandes. Tout se synchronise vers ce thème. J'ai été contacté par une association qui s'appelle Co-Create Humanity, qui œuvre justement pour aider les humanitaires après le terrain, parce qu'ils vivent des choses qui sont vraiment très très difficiles. Et on a vraiment moyen d'utiliser l'apnée comme un outil. Surtout que j'ai connu un humanitaire Tristan sur Tenerife qui a eu justement, grâce à l'apnée, un soin exceptionnel et qui a vu des résultats tout de suite en quelques jours. Donc ça va être l'avenir. Je pense que ça va vraiment être l'avenir du soin psycho là-dessus, sur ces thèmes-là. L'apnée, en tout cas, est un formidable médicament. Super intéressant. Donc effectivement, le deuxième point, le levier sur l'anxiété, sur le stress en général, sur la reprise de contrôle. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'on est... bon, évidemment, il y a le haut niveau où on gère de l'émotion sans cesse, on gère du stress, donc là, ça paraît évident. Mais en fait, les gens qui viennent faire du coaching aujourd'hui standard, sport santé, fitness, bien-être, tous ces gens-là, ils sont sous pression, ils sont pas bien, ils sont de plus en plus tendus, de plus en plus anxieux. Et notre mission, c'est évidemment, ça va leur faire du bien à un moment donné de faire un circuit de crossfit, de lâcher les watts, de faire un bootcamp, de faire des... Évidemment, mais il va falloir trouver des leviers pour qu'ils reprennent le contrôle eux-mêmes. Et la base de tout, avant toute chose, même avant la nutrition, c'est la respiration. Comme tu disais, quand on arrête de respirer, on est mort. Donc c'est vraiment le cœur de tout ça.
Et les gens respirent trop vite, mal. On savent peut pas. aussi avoir de l'hyperventilation chronique. Et Ouais, ils ça, s'auto-stressent. voilà. Ils alimentent leur propre Mm. stress par de la mauvaise respiration. C'est assez spectaculaire quand on les teste. En tout cas, dans le phénomène d'anxiété, ça, on peut le voir aussi. Là, il y a beaucoup d'hyperventilation chronique, à tel point qu'à un moment donné, il n'y a plus d'acclimatation au CO2. Ce qui fait que dès que le CO2 arrive, pouf, ça commence à arriver. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des exercices où on fait retenir la respiration à des gens qui sont en stress. Et c'est au moment de la reprise respiratoire qu'en fait, il y a une libération pour se ressentir mieux, en fait. Parce qu'ils ne sont jamais justement dans cette zone de rétention. Alors, hyper intéressant. Alors, un point qui paraît essentiel, qui pourrait être finalement le troisième point, c'est l'instantanéité de tout ça. C'est-à-dire que ces bénéfices ne nécessitent pas, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, des heures, des années de pratique. Et c'est ça qui est absolument fantastique et qui ne justifie absolument pas qu'on ne pratique pas la respiration. C'est que Ouais. L'instantanéité est folle. Ouais. L'effet psychologique, là, c'est clair. C'est tout de suite. Ça, alors moi, je pouvais difficilement m'en rendre compte. Les apnéistes, athlètes peuvent difficilement s'en rendre compte parce qu'eux pratiquent tout le temps. Donc pour eux, c'est normal. Ce qui est normal pour nous ne l'est pas pour les autres. Et moi, j'ai ma chérie qui pour le coup, a expérimenté ça, a expérimenté les marches apnées. Elle a vu les bénéfices. C'était assez dingue. Hein. Sur le sommeil, tout de suite, on a eu des effets. Il y a eu des effets directs sur son apaisement, sur diminution du stress. Et ça, c'est vraiment en quelques jours, quoi. Enfin, même presque le lendemain de la séance. Et puis les effets maintenant plutôt liés à l'entraînement et au biohacking en général, ils sont très très rapides. C'est-à-dire que les gens qui se mettent à pratiquer les apnées progressent en capacité respiratoire au sens très très large. Ouais, très quelques jours, quelques semaines, on a déjà des effets très sensibles. Ça rebondit sur l'asthme. On utilise l'apnée aussi pour aider les patients et les personnes sujets à l'asthme. Et les effets sont assez dingues. Parce que l'anxiété et l'asthme, évidemment, sont corrélés. Et ça revient toujours, la boucle est bouclée. Ouais. Quatrième point, tu voulais revenir sur l'hypoxie, parce que finalement, c'est beaucoup plus large que ce qu'on a abordé tout à l'heure, qui était lié vraiment spécifiquement à l'endurance. En fait, comme on l'avait dit, il y a quand même deux secteurs qui sont bien distincts. Il y a l'hypercapnie et l'hypoxie, qui sont deux choses différentes, même si elles se réunissent plus ou moins. L'hypercapnie, on va plus l'utiliser sur des sports de fond, sur notre capacité à mieux tolérer le CO2. Évidemment, on a parlé de l'anxiété, donc ça va apporter des bénéfices aussi pour ces personnes. Et après, c'est sur la capacité hypoxique. Donc là, on va rentrer dans un sujet qui est un peu plus réduit. On va parler évidemment d'apnée spécifique, pour le coup, pour les apnéistes. Parce que nous, on le travaille énormément. On est souvent en manque d'oxygène parce qu'on va faire des séries longues et on va taper dedans. Et des fois même très loin, au tel point qu'il faut arriver aussi à ne pas aller chercher non plus la syncope, la perte de conscience. Mais ça fatigue le système nerveux, il y a une fatigue aussi du système nerveux. Enfin, tous ces phénomènes liés à l'hypoxie qu'on peut retrouver en très haute altitude, au final, on les a aussi en travaillant l'apnée. Donc, par l'apnée, on peut développer ce qu'on peut développer également en altitude, que ce soit la vascularisation du cerveau. Il faut savoir qu'on ouvre en plus les capillaires et la vascularisation cérébrale. Donc, ce qui augmente l'oxygénation de ce côté-là, et au niveau pulmonaire. Et moi, je me rappelle d'une phrase du docteur Cauchy, je ne sais pas si tu connais, c'était docteur Montagne, qui est malheureusement décédé dans une avalanche au Mont-Blanc, qui, lui, j'avais eu la chance de le rencontrer, et qui m'a dit, en fait, les bénéfices que tu reçois en altitude directe, en instantané, tu vois, on se foutait de moi, parce qu'on me disait, non, mais tu n'as pas d'effet de bénéfice en altitude si tu restes 2 jours. Eh bien si, parce que en fait, l'hématocrit, c'est vraiment le dernier rempart, certes, c'est la dernière chose qui arrive. Mais avant, il se passe des trucs, dont la vascularisation cérébrale et pulmonaire. Et c'est ça qui vient s'ouvrir. Et en tout cas, l'apnée permet de l'ouvrir. Et moi, j'ai remarqué que quand je monte en altitude, mon acclimatation est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que je vais avoir un moment le premier jour, mais après le deuxième jour, tout de suite, l'adaptation se fait parce que mon corps sait ce que c'est que l'hypoxie. Ce qui n'est pas anodin pour les gens qui nous écoutent, parce que d'abord, il y a les coachs qui ont affaire à des gens classiques, au tout venant. Ces gens classiques, souvent, ils partent en vacances au ski.
Et du coup, c'est un grand stress qu'ils vont venir appliquer d'un côté et de l'autre, une grande libération, un grand lâcher-prise. Ok, mais on revient souvent un peu fatigué du ski. Et en règle générale, c'est parce qu'on a mal préparé son séjour, en fait. Et du coup, effectivement, le fait de proposer des séances d'apnée à l'approche de ce moment-là, bah, ça va probablement faciliter ses vacances. Ça va aussi rythmer un peu la saison, donner une saisonnalité à la pratique. Et du coup, bah, on va intensifier le travail hypoxique à ce moment-là. Et ça paraît assez raisonnable de faire comme ça. Mais il y a aussi les gens qui utilisent, qui coachent des athlètes de haut niveau et qui n'utilisent pas aujourd'hui ces techniques respiratoires en amont et qui se retrouvent finalement à perdre pas mal leur temps en hypoxie en montagne parce qu'en fait, on considère qu'il y a 2 à 3 jours d'acclimatation avant de travailler à haute intensité, que idéalement, la première semaine, on ne fait pas trop de haute intensité, et que en deuxième semaine, finalement, on peut commencer la haute intensité. Sauf que derrière, il y a encore 2 à 3 jours de réadaptation en pleine quand on revient. Donc au final, ça veut dire que si on ne fait pas un cycle de 2 semaines et demie, 3 semaines, on a du mal à vraiment tirer les bénéfices d'un stage en haute montagne, autre que des cohésion de groupe, plaisir d'aller changer d'air. Voilà, bon, ok, tout ça s'entend. Mais enfin, sur le plan physiologique qu'on était venu chercher, on ne l'a pas parce qu'on n'est pas préparé. Et la respi, pour ça, c'est vraiment le... Tout à fait, tout à fait. Et nous, pour le coup, c'est vrai que les stages d'apnée, les stages d'entraînement en altitude qu'on faisait en apnée, généralement, on attaquait direct, quoi. Parce qu'on était déjà préparé sur. Évidemment, vous êtes acclimaté par essence. Oui, bon, pas complètement, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui rentrent évidemment en jeu. Après, si je prends l'exemple, par exemple, il y a certains sports qui l'hypoxie peut être nécessaire. Donc tous les sports de haute altitude, ça peut être des skis alpinistes. Ça peut être des alpinistes, tout simplement. Ça peut être un fond de travail extrêmement intéressant. Et je prends les nageurs, parce que les nageurs, pour le coup, ils ont quand même quelques séries hypoxiques. Moi, j'en ai déjà fait en natation. Ça arrive. Ça, pour le coup, c'est des apnées longues. Peut-être, allez, on fait 50 plus, 50 virages en apnée. Alors là, on va commencer pour eux à rentrer dans ce qu'on appelle de l'hypoxie. L'objectif étant évidemment de minimiser le nombre de mouvements sur des efforts très courts, type 100 mètres ou 50. Après, ça peut être les nageuses synchro. Alors elles ont un niveau hypercapnique tellement monstrueux qu'elles arrivent à toucher de doigt l'hypoxie. C'est déjà arrivé que des synchros fassent des malaises sur des exercices. Ce qui est impressionnant, là, je fais un petit clin d'œil à Virginie de Dieu, avec qui on a pas mal échangé là-dessus. Virginie, c'est déjà un monstre quand elle me dit qu'elle arrive à tenir une position sous l'eau en figure pendant 2 minutes. Pour moi, c'est de la science-fiction. Même moi, je suis même pas capable de le faire. Sans chemin de coaching probablement particulier sur le sujet de la respiration en plus, parce qu'il n'y a pas une grande culture, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans la nature. Juste par la pratique naturelle. C'est ça, c'est organique, quoi. C'est la pratique de la nat synchro qui l'a amené à ce niveau de performance-là. Ouais. Donc voilà, il y a des sports évidemment qui rentrent dans ces choses-là. Tout ce qui est sprint, là on en revient, on a parlé du foncier, mais tout ce qui est sprint, les bénéfices de l'apnée sur le côté hypoxique est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai que ça pourrait presque faire l'objet d'un point en plus, puisque on a parlé des efforts aérobie fonciers, on a parlé des efforts anaérobie prolongés, type anaérobie lactique. Évidemment, sur les efforts explosifs, qui sont par essence en apnée, et là, on est sur d'autres adaptations hyper intéressantes aussi, et notamment sur les facteurs d'adaptation nerveuse, parce qu'on sait que le bon protocole de respiration va permettre de moduler le niveau d'activation. Et ça, c'est important aussi en préparation physique comme mentale, finalement, puisque on sait qu'on a tous vécu un match de squash ou un match de judo ou de je sais pas quoi, dans lequel on n'est pas ici et maintenant, on n'est pas assez éveillé, ou alors on est surex et du coup on court partout, on n'est pas suffisamment posé, on brûle l'énergie. Là encore une fois, jouer avec la respiration sur les effets sympathiques, parasympathiques, par des apnées longues, par des apnées poumon plein, poumon vide, en fonction du protocole qu'on va choisir, on va justement privilégier de l'activation ou du relâchement.
Et ça va nous permettre de créer l'état de flow, en fait, hein, cet état qui nous permet de délivrer la meilleure performance d'un point de vue cognitif, psychologique. C'est souvent la psychologie qui s'est emparée de ce concept de flow, mais aussi physiologique, puisque tous les indicateurs sont alignés, hein. Ouais, donc du coup, on part sur le dernier point, c'est Et ça? ben voilà, c'est exactement ça. Les gens sont restés avec nous jusqu'au dernier point. On va leur donner ce dernier point. Et ben on va rentrer dans le flow, exactement, dans le flow de ce dernier point, qui est la pleine conscience. Parce que pour moi, c'est cœur. Si je fais de l'apnée, c'est pas pour rien. J'étais en trouble total de la concentration dans ma scolarité. C'était vraiment ma hantise. Ça l'est également pour plein de jeunes qui ont assez sensibles ou hypersensibles. Je pense que c'est un sujet qui est pas assez traité sur notre capacité à être pleinement présent. Alors évidemment, on en parle de plus en plus avec le développement personnel et autres. On va chercher plein de choses, l'hypnose, la méditation. Voilà, il y a plein d'exercices à droite à gauche pour pouvoir développer ça, mais le cœur du développement personnel reste la pleine conscience. Parce qu'à partir du moment où on est en pleine conscience, on développe notre intuition, on développe notre capacité à percevoir et à ressentir un peu plus notre corps, à percevoir si on fait le bon mouvement ou non. On optimise la prise de bonnes décisions. C'est ça, bonne décision, faire les bons choix aussi, stratégiques, que ce soit sur sa planification, son programme, sa vie de tous les jours, dans sa vie de couple. À tous les niveaux, c'est ce qui va nous guider. Et je pense que c'est la quête de l'humain. La quête de l'humain est dans ce cœur-là. Alors pourquoi? Quel est le lien avec l'apnée? L'apnée, en fait, c'est un des rares sports où on ne peut pas se permettre d'être trop stressé. Ou de générer du stress excessif. On peut être dans l'adrénaline dans plein de sports, ça va être bénéfique, mais en apnée, ça ne l'est pas. Notre but, c'est de ralentir le rythme cardiaque, de consommer le minimum d'énergie et d'être dans l'efficience maximale. Comment faire quand on est dans un championnat du monde avec des juges autour, les caméras, pour arriver à stabiliser ses émotions et arriver à faire sa performance? Donc, en sachant que si pour le coup, le stress prend le pas, malheureusement, on peut faire une syncope au retour. Donc, ça peut générer ce stress. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu le stress excessif en compétition, à tel point que je faisais 1 minute de moins ou 2 minutes de moins en apnée statique, ce qui est énorme, hein. J'avais mon pouls qui tapait à plus de 110 avant de partir sur une apnée statique. C'était un vrai carnage. Et l'apnée m'a éduqué, m'a permis justement d'aller au-delà de ça. Parce que en pratiquant l'apnée, j'apprenais à un peu plus me concentrer sur mon corps, à être dans le relâchement et dans l'efficience du mouvement. Et c'est cette concentration qui automatiquement va générer un travail de pleine conscience. C'est de la méditation active. Et cette méditation active va nous obliger à être un peu plus conscients et présents. Je prends l'exemple de certains athlètes que j'ai pu voir en biathlon. Pour le coup, le biathlon, vraiment intéressant pour l'apnée. L'objectif, c'est d'être vraiment efficace sur le tir en sortant d'une haute intensité de travail. Ouais. Donc là, pour le coup, on va hyperventiler comme des cochons. Mais il faut laisser du temps avant l'hyperventilation pour arriver à stabiliser, à ralentir le corps. Bref, dans tout ça, un athlète qui est dans l'effort physique va avoir tendance à contracter plus de muscles qu'il n'en faut. Et le fait de le faire en apnée, automatiquement, on se dit, attends, je suis en apnée, si je commence à faire un effort excessif, je vais me cramer. Donc automatiquement, on va essayer d'être dans l'efficience. Chose qu'on ne fait pas naturellement quand on respire. Parce qu'on pense que c'est à profusion. Et donc, l'apnée, en tant qu'exercice lui-même dans la pratique, ça peut être une pratique à tous les niveaux, sur le plan hypercapnique ou hypoxique, va nous obliger à être un peu plus conscient et présent. Donc la méditation est centrale dans mon sport, évidemment, pour pouvoir canaliser, me relâcher, être concentré, en sachant qu'en plus, on est complètement bourré et pété au fond, parce que quand on descend sur ces profondeurs-là, on a un truc qui s'appelle la narcose à l'azote, qui est en fait comme 5 verres de vodka à jeun. Ça vous retourne le cerveau. Donc on est bourré en bas et l'esprit part dans tous les sens et là il faut arriver à le canaliser, à le recentrer. Donc on a un entraînement pour pouvoir justement gérer cette concentration et être à base de présent. vodka donc. C'est ça. Une vodka enrichie à l'azote. Voilà, c'est du protoxyde d'azote. Et donc ça nous oblige à être vraiment pleinement présent pour être économique, parce que sinon je remonte bêtement en tapant des pieds, parce qu'il faut remonter et là pour le coup on consomme trop d'énergie.
Donc voilà l'objectif, et qui peut être, on va dire, reproductible sur d'autres sports. Ok, hyper intéressant. Donc vous avez un peu retenu les quelques avantages qu'on a sortis pour cet épisode, mais en fait, on pourrait vous en faire évidemment toute la journée. On a essayé de les résumer, des avantages psychologiques, des avantages physiologiques. Toutes les qualités physiques peuvent être impactées par la respiration. On aurait aussi pu parler du mouvement dans son ensemble, l'effet des apnées sur la souplesse, sur la mobilité en général, sur la proprioception. Bon, à un moment donné, il faut qu'on arrête cet épisode passionnant. Je te remercie vraiment d'être venu échanger avec nous. J'espère en tout cas que ça va ouvrir des portes pour les gens qui nous écoutent et que ça va leur donner envie de s'entraîner et de découvrir les pratiques de l'apnée. Encore une fois, Stéphane Toureau, n'hésitez pas à aller le solliciter, à aller voir son Instagram. D'abord, il est très beau, son Instagram, très inspirant. Ça vous donnera un petit peu de voyage. C'est absolument magnifique. On va essayer d'œuvrer pour que ça continue cette année avec plein de projets vidéo. Ça va repartir. Ah, génial. On a hâte de voir ça. N'hésitez pas à lui poser des questions. Il est hyper disponible, hyper intéressé. Il échange avec les entraîneurs. C'est comme ça qu'on s'est connus, par les réseaux. Je ne sais plus si c'est moi qui t'ai mis un message ou l'inverse, mais il me semble que c'est moi qui t'ai mis un message la première fois, non ? Alors, je sais plus. Je sais plus dans quel sens. Bon, en tout cas, à un moment donné, on s'est parlé et évidemment, n'hésitez pas à aller échanger avec lui. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, on compte sur vous pour y mettre 5 étoiles quand c'est possible, un like quand c'est facile, et puis commentez, partagez, recommandez-le. S'il y a une seule personne dans votre environnement qui ne respire pas ou pas assez, ou vous trouvez trop tendu, envoyez-lui cet épisode. Ça peut potentiellement carrément changer sa vie. En tout cas, Stéphane, tu reviens quand tu veux. Je sais que tu viens de loin, mais désormais, tu connais le chemin. C'est avec grand plaisir qu'on parlera de plein de choses plus précisément dans d'autres épisodes. Je te remercie d'avoir partagé ce temps-là avec nous. Et puis, merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Merci à toi.